Bonjour, je suis Mehdi Kerkouche, je suis chorégraphe et aujourd'hui je suis sur KickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Mehdi? Ça va bien, merci beaucoup. Et toi? Très très bien, on est très content que tu sois là. Merci beaucoup. T'as 34 ans, t'es chorégraphe, metteur en scène, tu travailles pour le cinéma, la télé, la mode. T'as travaillé récemment pour le très prestigieux Opéra de Paris. Enfin, t'es partout en ce moment. Et t'es aussi sur Instagram récemment. Tu viens de lancer la 2e édition de On danse chez vous. C'est sur Instagram et c'est un live de 14 heures non-stop de danse. C'est énorme quand même, avec 200 artistes. Ouais. Depuis le début du confinement et du Covid, on entend parler de profession essentielle ou non. Alors ma première question, elle est très simple. Pourquoi les artistes, selon toi, c'est une profession essentielle? Je pense qu'on a tous dû s'adapter au Covid et que, malheureusement, enfermés, on a un peu perdu, on a un peu oublié les sensations qu'on avait à aller dans un cinéma, dans un théâtre, dans une salle de spectacle, etc. On a essayé, nous, en tant qu'artistes, de trouver des nouveaux moyens pour rester créatifs, montrer, etc., que le manque, non seulement nous, c'est vital pour nous de s'exprimer par ça, on a du mal à s'exprimer par la parole ou autrement, moi c'est la danse, d'autres c'est la peinture, etc. etc. Mais en fait, je pense que tout simplement, les gens enfermés chez eux, ce qui leur a permis de s'évader aussi pendant toute cette période-là, c'était les vidéos confinées, c'était Netflix, c'était les réseaux sociaux. Et en 2021, c'est la culture en fait. Et on a trouvé le moyen de faire de la culture ailleurs que dans les théâtres et dans les cinémas et dans les salles. Donc je pense que les gens ne sont pas conscients, en fait, qu'ils consomment de la culture tout le temps et que c'est ça qui leur permet de s'évader. Mais la culture est essentielle. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que justement, tous ces lieux qui sont fermés, vous les avez rouverts et vous avez on les a pas rouverts, mais on les a complètement investis. Voilà, vous les avez investis. Il y a Disneyland, il y a l'Opéra Garnier, il y a le Mucem à Marseille. Vraiment, il y a plein de choses, l'Institut du monde arabe. C'était l'objectif de la journée. L'objectif, c'était de malinement, de remettre ces lieux en valeur, en lumière, en les faisant danser. Voilà, l'objectif, c'était de permettre à tous ces artistes qui n'ont pas pu s'exprimer dans tous ces lieux fermés. Alors évidemment, au premier abord, quand on pense danse, on a ouvert l'Opéra Garnier, on a ouvert des théâtres, etc. Mais on a aussi ouvert des cinémas, on a aussi ouvert des clubs, enfin des lieux qui, pour moi, représentent la culture au sens large. Et on y a fait danser les artistes pour récolter des fonds pour les étudiants. C'était important de rappeler aux gens que la culture, c'est important. C'était magnifique. On regarde un extrait. Drinks all night, put my phone on silent, and I don't know why. I take a real life reset. She said I don't make no effecto, ha ha ha, and I say no vexo, no vexo, ha ha. Est-ce que le public sur Internet en live, il est différent de celui d'un public dans un musée ou dans une salle de spectacle? Rien à voir. Déjà, le public en live sur Instagram s'exprime, alors que dans une prestation publique, on va attendre la fin pour recevoir des applaudissements ou des chaussettes et des tomates. Mais ouais, le public s'exprime, le public commente, le public réagit. Voilà, c'est les nouveaux moyens de s'exprimer, c'est cool. Et est-ce que, paradoxalement, le fait que, justement, tous ces lieux culturels soient fermés et qu'ils se retrouvent plus sur les réseaux, est-ce que ça fait que, justement, ça ouvre le champ de la culture à peut-être des gens qui complètement, parce que... qui sont pas intéressés par ça à la base? Alors, il y a pas intéressés, et au contraire, il y a des gens qui sont très intéressés, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer dans ces lieux culturels. Je pense, voilà, cette année, tu l'as dit, j'ai collaboré à l'Opéra de Paris, et Covid oblige, on n'a pas pu faire le spectacle qu'on espérait présenter en public. Donc on l'a mis sur les réseaux sociaux, on l'a mis à la télévision. Et en fait, il y a plein de gens qui ont remercié pour se dire merci parce que j'aurais jamais pu embarquer ma famille à Paris, rentrer à l'Opéra de Paris, et j'adore la danse et je suis passionnée de danse. Ça permet un peu de démocratiser les lieux trop institutionnels, de les ouvrir au monde parce que la culture, c'est pour tous.
Parce que toi, justement, au début, le premier confinement, avec ta troupe de danse MK, tu sors une vidéo, vous sortez une vidéo où vous dansez, il y a de l'énergie à fond, ça se voit que vous vous amusez, et ça a super bien marché, ça a fait vraiment des vues et des vues. Ouais. Et suite à ça, il y a justement la directrice de l'Opéra de Paris qui en gros... Alors c'est le gros raccourci, parce que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais c'est le point de départ de toutes les actions qui ont fait que pendant le confinement, on a énormément entendu parler de moi. C'est la première vidéo que j'ai postée, et effectivement, début de confinement, tout le monde entier subit la crise. Les news sont hyper anxiogènes, il n'y a que des mauvaises nouvelles, rien ne va plus. Et en fait, je poste cette vidéo au bout de 10 jours de confinement. Et Barry White, le pouvoir de Barry White. Et voilà, une chanson qui parle à tout le monde. Nous, enfermés chez nous, qui finalement trouvons le moyen de rester créatifs. C'était le bon moment, en fait, parce qu'après, il y a eu plein de vidéos. Je pense que ce qui a fait que ça a pris aussi, c'est que c'était la première dans cette période hyper anxiogène. Et après, il y a eu beaucoup d'actions, dont ce festival que j'ai mis en place, etc. Donc Aurélie Dupont, elle a entendu parler de moi beaucoup plus tard, parce qu'Aurélie Dupont, elle s'en fout complètement exactement, la directrice du ballet de l'Opéra de Paris. Aurélie Dupont est pas du tout sur les réseaux sociaux, elle y est, parce que c'est sa position, mais elle consomme pas les réseaux sociaux comme moi je peux les consommer aujourd'hui. Et par contre, quand elle a réfléchi à réinventer à la rentrée un nouveau programme avec comment intégrer, comment créer aujourd'hui avec des chorégraphes très très connus, parce qu'à mes côtés il y avait des chorégraphes extrêmement établis dans le milieu contemporain, elle est allée un peu fouiner et on lui a parlé de moi. Et là elle est partie regarder sur Instagram et elle est tombée sur non seulement ses vidéos confinées, mais aussi les vidéos de la compagnie. Donc c'est rigolo parce qu'elle est passée à côté du buzz, elle. Donc de me retrouver à l'opéra, c'était double bonne étoile au-dessus de ma tête. Justement, c'est un peu le Graal en fait pour les metteurs en scène, l'opéra. Ah, il n'y a aucun sens. Ah, clairement, c'est... Comment t'as réagi, toi, quand t'as proposé ? D'abord, je me suis demandé si elle était folle. Et parce que les noms de la soirée, donc c'est Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jallet, Tess Volker, qui sont des chorégraphes ou des danseurs que moi je connais parce que je les suis. J'ai déjà vu leurs travaux, j'ai déjà vu leurs spectacles. Pour moi, c'est la crème de la crème. C'est vraiment... c'est une qualité de travail incroyable. Et de me retrouver, pour le coup, à ce niveau-là, en tout cas présenter à ce niveau-là. Après, c'est à moi de faire mes preuves et de travailler dur pour pas arriver avec un flop. Mais d'arriver, en tout cas, présenter à ce niveau-là, ça met une pression et ça demande énormément de travail, énormément d'engagement. Je me suis demandé si elle était tarée ou pas. Et elle m'a dit non, je prends ce pari, je suis sûre que ça va bien se passer. Et voilà. Mais après, tu parles de discipline et de beaucoup de travail. Mais toi, finalement, c'est depuis que tu as 6 ans que tu danses. Oui. Donc ça fait aussi énormément de travail. Oui, ça fait énormément de temps que je danse et que je mets tout ça en place. C'est juste que de là où je viens, j'imaginais pas que c'était possible d'arriver dans des lieux institutionnels et d'imposer des codes complètement différents. C'est rigolo, j'en parle encore avec les danseurs aujourd'hui. Ils m'envoient des messages et ils me disent « Mehdi, on a fait un échauffement à la Mehdi aujourd'hui. » Je dis « C'est quoi un échauffement à la Mehdi ?» C'est on met la musique qu'on kiffe, on met Beyoncé et Jay-Z et on se lâche et on se chauffe, quoi. Donc, contrairement à l'échauffement quotidien qui est à la barre, très classique du danseur de l'Opéra de Paris. Donc je suis heureux d'avoir apporté ma petite touche dans cette maison. Et est-ce que justement tu as changé ta façon de chorégraphier parce que c'était l'opéra ou tu es resté vraiment avec les mêmes intentions ? Non, complètement. La chance que j'ai eue... Alors c'est vraiment aussi la force d'Aurélie Dupont. Quand elle vient vous prendre, elle ne vous demande pas de vous plier à des exigences de la maison. Elle sait ce que représente la maison et moi, je sais également ce que représente le projet. Je ne vais pas y arriver les bras croisés en me disant « bon, allez, on y va à l'arrache et on verra ce que ça donne ». Non, on se met nous-mêmes énormément de pression, mais elle a un côté extrêmement... elle gère cette compagnie et elle gère également sa programmation. Elle a un véritable rôle d'accompagnement sur le projet, donc très rassurant sur la mise en place. Donc je me suis fait confiance. Et je me suis bien entourée puisque j'ai fait appel à Guillaume Alric pour créer la bande originale de la pièce, qui est un des compositeurs de The Blaze, que j'adore. J'y suis allée avec une de mes meilleures amies en assistante et tout était d'une bienveillance incroyable et on a embarqué les danseurs avec nous et j'ai rencontré des danseurs extraordinaires. Et voilà. Dans le ballet, à l'opéra, il y a une notion qui revient souvent, c'est la notion de grâce et d'élégance. Pour toi, c'est quoi la grâce ? C'est une attitude, c'est une façon d'être, de poser le regard, de respecter aussi. Il y a énormément de respect dans un regard gracieux, dans
une démarche, dans une manière de se poser. Ouais, je pense que c'est vraiment une forme d'attitude et de regard et de bienveillance. L'opéra, c'est un monument de la culture française. Et il y a un autre monument de la culture française avec qui tu as travaillé. Pour le coup, un autre monument, mais qui n'a rien à voir, c'est Miss France. Attends, ça a 100 ans. Rien à voir. Ça a 100 ans. Ça a 100 ans. Les concours de beauté ont 100 ans. Voilà. Et ouais, Miss France, ouais. Je me suis posé la question, parce que quand même, Miss France, tu as quand même énormément de nanas à gérer, de filles à gérer. Il n'y a aucun rapport, hein, pour le coup, entre le premier projet et le second. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Mais justement, je me suis demandé, les deux, ça doit mettre la pression de fou. C'est quoi le plus compliqué entre C'est les Miss. On est d'accord. C'est clairement les Miss, c'est pas l'opéra. Non, en fait, alors, les deux dans l'accompagnement, dans mon métier, la chance que j'ai, c'est que, et je pense que ça fait partie de ma force, je suis pédagogue avant tout. Je sais que c'est ce qui m'a amené et ce qui m'a permis de travailler avec, comme vous l'avez dit, avec les Miss France, ou avec des comédiens, avec des chanteurs, avec des acteurs, avec des gens qui n'ont pas forcément conscience de leur corps. Ça, c'est ce qui, depuis des années, fait que les gens m'appellent pour avancer sur des projets qui n'ont pas forcément rapport à la danse en premier lieu. C'est pas la danse le sujet principal du projet. Et là, les Miss, ben ouais, en fait, on est sur 30 jeunes femmes qui débarquent pour la première fois de leur vie sur le plus gros plateau de télé français, avec la plus grosse audience de la chaîne à l'année, avec tous les commentaires qu'on peut imaginer sur les réseaux sociaux en long, en large et en travers pour ça. Il y a autant de gens qui aiment ça, qui le détestent. Ça, je sais pas, ça fait partie de... T'as raison, tu l'as dit, ça fait partie du patrimoine français autant que l'opéra de Paris, finalement. Donc la démarche n'a aucun rapport de travailler avec l'opéra que de travailler avec ces jeunes filles. Et ouais, c'est un accompagnement différent. On le disait tout à l'heure, Mehdi, du coup, depuis le confinement, tu danses beaucoup derrière des écrans, devant une caméra. Et nous, on adore te regarder danser sur nos écrans. Du coup, je voulais te proposer... Dans ton petit mètre carré, pour ne pas changer de ton salon. Voilà. Est-ce que tu habites à Paris? Oui. T'es cadré jusqu'au genou à peu près. Un petit peu au-dessus de la tête. Ouais. Je te propose 3 choix de musique. Tu choisis celle que tu veux. Tu vas me faire peur. Et tu as 30 secondes pour danser. Vas-y. Alors, tu as Overprotected de Britney Spears, Yanas de Bachar Mar Khalife ou Résiste de France Gall. Vous êtes connecté à mon Apple Music ou comment ça se passe? Je sais pas, parce que les trois, je vais faire un truc qui a rien à voir. Yanas, elle est partout. Overprotected, bon, bah là, tous mes amis vont me dire what the fuck. Et c'est quoi la troisième? C'était Résiste. Vas-y, Résiste, j'ai jamais rien fait dessus. Allez, Résiste, je suis trop contente, je voulais que tu choisisses ça. Résiste. On peut mettre plus fort? On peut mettre plus fort? Que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi s'il Je sais pas si je peux faire des trucs, c'est naze. C'était naze de ouf. C'était vraiment c'était nul. trop bien, c'était trop bien. C'était ma pire impro. C'était trop bien. Merci, Click. Je suis heureux. C'était ma pire impro. C'était trop cool, ça fait du bien. Complètement HS. Waouh, c'était nul. Oh non. Pas du tout, c'était génial, ça fait du bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu as commencé à danser très jeune. Toi, tu as commencé à danser à 6 ans, enfin même avant. Et comme tu courais dans tous les sens, ta mère, elle... En fait, je sautais partout à la maison. J'avais un petit radiocassette. Ouais. Parce que quand j'étais petit, il y avait des cassettes. Et il y avait un petit micro dessus. Et en fait, moi, je me prenais pour Dorothée parce que tous les mercredis après-midi, il y avait Dorothée qui faisait le spectacle à la télé. Et j'avais ma petite cassette de Débranche de France Gall et ma petite cassette de Dorothée. Et je l'ai passée en boucle. Ma mère en avait marre. Et un jour, elle a dit, bon, je t'inscris à la danse, on va voir ce que ça donne. Et j'ai commencé là à 6 ans. Et c'était rigolo parce que quand j'étais petit... Je faisais ça de manière complètement insouciante, Dorothée, les Spice Girls et j'en passe. Et je chorégraphiais pour les copines. Et en fait, je me rendais pas compte, les enfants autour de moi, je crois que pendant 3 mois, ils avaient mon âge. Et après, je me suis retrouvée avec les ados. Et je comprenais pas pourquoi j'étais avec les grandes. Mais en fait, c'est parce que la prof avait déjà compris qu'il y avait un truc à faire. Et bon, on va le faire avancer avec les grands. Le petit est un peu éveillé. C'est rigolo. Et tu disais justement que tu regardais le Club Dorothée.
Oui. C'est quoi tes autres premiers souvenirs de chorégraphie ou de spectacle en général quand tu étais petit? C'était quoi tes exemples en fait? Franchement, pour de vrai, je crois que mon premier souvenir de spectacle, c'était vraiment le Dorothée. C'était quoi? C'était Tremblement de terre ou Les neiges de l'Himalaya. Elle faisait un truc avec les épaules comme ça. Et après, les premiers clips, je pense que comme tout le monde, c'était forcément... Ah, c'était Remember the Time. C'était Remember the Time de Michael. C'était Remember the Time et c'était... je pense que c'était 92, donc j'étais un peu éveillée. Et j'adorais Prince. J'étais fan de Prince. Et quand Prince passait à la télé, je disais à tout le monde de se taire et c'était trop cool. Plus tard, quand t'as grandi, il me semble que ta mère, elle t'a inscrite dans un collège privé. Ouais. Et que c'était pas forcément la meilleure période pour toi parce que c'était un collège de garçons. Ouais. Et Non, toi, c'est tu juste que quand t'intéressais on est, pas forcément à la même chose. Non, c'est juste que quand on est enfant... Quand on est enfant, on n'a pas forcément... on est sans filtre et ça, c'est génial. Parce que maintenant qu'on est adulte, on arrive à gérer ces choses-là. Mais quand on est enfant et qu'on se cherche et qu'on comprend que toutes les cases ne sont pas exactement les mêmes que chez tout le monde, que moi, je suis plus attirée par une démarche artistique que par une démarche sportive, par exemple, ou que tu commences à te rendre compte que c'est bizarre, tu préfères les garçons plutôt que les filles, et tu te dis, c'est pas normal, est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, je suis efféminée, je préfère la danse, je chante Britney Spears toute la journée. Tu te manges des moqueries, tu te manges des petits pics, et puis les petits pics deviennent des méchancetés, parce qu'à cet âge-là, on ne connaît pas encore les limites. Mais en fait, avec le recul, je pense clairement que ça fait partie de ce qui m'a donné cette énergie et cette force aujourd'hui. Ça a participé en fait à forger encore plus ton identité. Complètement. Et à je vois définir encore plus. plein de profils d'amis qui ont vécu les mêmes choses que moi et qui sont des battants incroyables dans leur vie et qui font tout pour réussir ou en tout cas accéder à leurs objectifs, à leurs rêves, etc., à leurs buts. C'est dommage de devoir passer par là pour se forger une carapace, mais au final, c'est important d'en tirer le meilleur. Parce que c'est compliqué, tout le monde n'arrive pas forcément à prendre ce côté-là. Et est-ce qu'à ce moment-là, la danse, ça a été un moyen pour toi de te libérer et peut-être même au-delà de ça, d'assumer ton homosexualité? Complètement, non. En fait, c'était... la danse, c'était... on s'est foutu de ma gueule en long, large, en travers parce que je dansais. On me prenait absolument pas au sérieux parce que je dansais toute la journée. C'est-à-dire que j'étais incapable de rester assis sur une chaise pendant 8 heures, de 8 heures à 17 heures dans un collège. J'avais la bougeotte, les profs me viraient, donc je dansais dans les couloirs, je continuais de bouger, j'avais besoin de danser. Et les élèves se moquaient tous de moi en disant « mais c'est ridicule, on dirait une fille, pédale, tapette, tarlouse ». Je m'en suis mangé plein la gueule, mais en fait, je n'écoutais rien à partir du moment où je dansais. C'est mort, il y avait la musique dans ma tête, ou bien il y avait la musique dans mes écouteurs, mais rien ne pouvait m'atteindre en fait. Donc c'était cette énergie-là qui me portait. C'est quand même incroyable parce que paradoxalement, on sait que voilà, les collèges privés, surtout à Paris, c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, c'est en général, en gros, les enfants de bonne famille qui y vont. Et c'est paradoxal parce que toi, tu termines à l'opéra en dansant. Et à l'opéra, c'est aussi les enfants de bonne famille, ou en tout cas les gens qui y vont. Oui, après je me dis, c'est paradoxal de te sentir mal parce que tu danses dans un collège privé. Non, ce qui était paradoxal, c'est que, oui, effectivement, après, les enfants ne savaient rien de ma vie. Ouais. Moi, c'est vrai que c'était une période où, pour le coup, j'avais pas d'amis. Mes amis étaient dans la cité quand je rentrais chez moi le soir. J'allais pas chez les copains. Je sais qu'il y avait déjà un début de vie sociale entre eux. J'avais du mal à me mélanger parce que je pense que c'était de la protection. Même moi, il y a des moments où, du coup, pour me protéger, je préférais être agressif que d'être... que de me fondre dans la masse. Et c'est des mauvais réflexes, c'est des réflexes immatures, mais c'était ma manière de me protéger. Et les enfants ne savaient pas forcément que ma maman, elle se privait énormément, qu'elle avait un job plus des petits trucs à côté pour pouvoir... parce qu'elle était femme de ménage et qu'à côté de ça, elle faisait en plus des repassages, elle s'est cassée la santé, elle s'est cassé le dos pour me permettre justement d'avoir une bonne éducation. Parce que justement, on a grandi dans une cité, que mes frères ont grandi dans une cité aussi, et elle espérait pour moi une vie un peu plus simple. Alors regardez, ta maman, on danse chez vous. Ouais.
Ouais. C'était trop mignon parce qu'elle a eu Instagram, du coup, samedi dernier. Elle ne l'avait pas avant. C'est mon frère qui lui a installé sur sa tablette. Et elle a regardé toute la journée. Et c'est mignon parce qu'elle n'avait pas vu la première édition. Et elle m'a dit qu'elle était très fière de moi. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Mehdi, quand tu danses? Ah, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens très bien. C'est mon moyen d'expression le plus naturel. C'est bizarre parce que on parle, enfin, ce serait la voix peut-être pour quelqu'un, ou ce serait non, c'est mon moyen d'expression le plus naturel. Moi, tu mets la musique et ça me parle. Alors, j'arrive à lâcher prise grâce à la danse, j'arrive à prendre du plaisir, j'arrive aussi à cracher ma rage ou à cracher les moments où je suis énervée. C'est le meilleur moyen d'expression pour moi. Et deuxième question, du coup, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent quand ils te regardent danser? Bah déjà, je veux qu'ils ressentent quelque chose. Après, à eux de décider ce qu'ils récupèrent. C'est aux gens de répondre pour le coup, parce que nous, en tant qu'artistes, on va essayer de donner notre vérité. Et c'est à eux de la recevoir, au public, de la recevoir comme ils le souhaitent. Ça se trouve, moi, ça m'est arrivé beaucoup en montant des spectacles, que les gens viennent me voir et me disent « Moi, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça ». Je dis ah, « Putain, c'est très drôle, parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu raconter ». C'est libre à chacun, mais c'est la chance qu'on a d'être artiste aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai ressenti beaucoup d'émotions avec une création que tu as faite avec ta troupe qui s'appelle MK. La création, elle s'appelle Dabke. On regarde un extrait. تطقطقتيني تطقطمسقيتيني زماني لغايب عالحياة الفرحة تطقطقتيني تطقطمسقيتيني زماني لغايب عالحياة الفرحة Qu'est-ce que ça raconte, cette création? Dabke, à la base, c'est une danse traditionnelle arabe, moyen-orientale, syrienne, palestinienne et libanaise. Et à l'époque, c'était des guerriers qui célébraient leur victoire en se réunissant en ligne, et en se tenant par les mains et en tapant du pied, en poussant des cris pour célébrer leur victoire. Aujourd'hui, ça se danse encore dans ces pays-là pour célébrer les mariages, pour célébrer les fêtes. Et en fait, ce qui me plaisait là-dedans, c'était l'idée de ligne, donc d'unité, et avec des individus très différents, parce que les danseurs de ma compagnie, pour le coup, là, on a beaucoup travaillé, donc du coup, ça s'harmonie plutôt bien, mais à la base, tout le monde a une identité très différente, et comment, justement, on détruit cette ligne pour la reconstruire, comment est-ce qu'on retrouve un équilibre dans un groupe, c'était ça mon histoire à la base. Comment tu les as choisis, d'ailleurs? Mes danseurs, ouais. C'est eux qui m'ont choisi. Ah bon? Non, alors j'avais jamais fait passer d'audition. Et puis à la base, ce projet était... je savais pas du tout où il allait mener, je savais pas que ça allait fonctionner, que ça allait plaire et qu'on en ferait des captations et que ce serait diffusé partout. Mais au départ, c'était les danseurs que j'avais rencontrés qui venaient, à l'époque où les studios de danse étaient encore ouverts, pour venir prendre mes cours de danse. Et ils venaient prendre mes cours et je trouvais ça trop cool comment ils dansaient. Donc du coup, on restait en contact. Et puis après, quand j'ai voulu monter mon projet, je les ai rappelés pour monter ça. Et je me demandais, Mehdi, une création comme ça dure un peu moins de 30 minutes. Ouais. Est-ce que tu racontes une histoire dans le sens récit? Est-ce qu'il y a un début, une fin, tu vois? Pas pour Dabke, il y a un thème général qui est le groupe, qui est justement l'énergie de groupe, les gens qui se perdent à l'intérieur de ça, donc il y a une idée générale. Et après, par exemple, sur Essie, qui est la pièce que j'ai montée pour l'Opéra de Paris, là, effectivement, je l'ai écrite comme un... Dans ma tête, je l'ai visualisée, avant même de savoir que ce serait une captation, je l'avais visualisée comme un long métrage. Ah ouais. Donc j'avais raconté... pour moi, c'était un peu... le thème s'appelle Essie. Essie, c'était
dernière création et si c'était la dernière fois qu'on pouvait danser, si c'était la dernière fois qu'on pouvait faire des choses. Donc du coup, je l'avais vraiment construite avec ce groupe qui se déplace et qui va jusqu'à, sans spoiler le truc, mais jusqu'à la fin, comment serait la fin, etc. Donc là, pour le coup, je l'ai vraiment écrite. Donc c'est 2 manières complètement différentes. Chaque projet est différent. On choisit un thème, on raconte une histoire. C'est vraiment la chance qu'on a en tant qu'artiste, c'est que il faut y aller en tout cas le plus sereinement possible et le plus sûr de ses idées. Et après, c'est au public de choisir si ça fonctionne ou pas. On parle de l'opéra. Tu disais que c'était la crème de la crème qu'il y avait là-bas. Donc, bravo. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, c'est quoi tes rêves ensuite? C'est quoi le prochain but? J'en ai plein. Moi, je rêve de plein de choses. Je suis artiste, en fait, donc moi, j'espère ne pas avoir de limites. Et c'est génial d'avoir atteint ce but. Déjà, j'espère que ce spectacle pourra être montré, qu'on pourra le refaire. Là, on l'a fait en captation. Il est visible pour les gens en vidéo, mais j'espère qu'on pourra le montrer avec un vrai public. J'espère encore faire plein d'autres spectacles. J'ai en tête plein d'autres collaborations. J'ai encore plein d'envies. Moi, je rêve de réaliser... je suis un grand fan de Bob Fosse, qui est un très célèbre chorégraphe et metteur en scène américain, qui pour moi est un génie absolu. Sans vouloir aller sur ses traces, mon Dieu, je pourrais absolument pas espérer ça, mais en tout cas, juste d'avoir cette approche également. J'adorerais réaliser un film de danse, j'adorerais, sans aller dans Step Up et Sexy Dance, c'est tout le bordel, hein. Vraiment de la danse. J'ai encore plein de rêves, il y a encore tellement de choses à imaginer en tant qu'artiste. En tout cas, comme tu le disais, c'est un avantage le confinement, c'est que du coup les créations, elles sont visibles sur Internet pour tout le monde et c'est génial. On encourage tout le monde à aller les voir, c'est gratuit, on peut le trouver partout, voilà, sur YouTube, sur ton Instagram, voilà, c'est génial. Donc, on peut que encourager les gens à aller voir et à continuer de danser. On peut que encourager les gens. Et puis, alors évidemment, si vous avez envie d'aller voir mes créations, c'est cool. Mais allez voir de la danse de manière générale. Allez voir de la danse, allez voir des comédies, allez voir des films, allez voir des pièces de théâtre. Profitez-en. Ne vous dites pas que la culture est morte. Allez-y, allez choper des trucs, profitons-en. Ça vient chez vous. Ouvrez juste les portes en appuyant sur le bouton. Malgré le Covid, elle est surtout pas morte. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.